Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'accueillir parmi nous Pierre Barbier, notre conférencier aujourd'hui. Pierre est professeur titulaire en écologie de la conservation au département de sciences biologiques médicales. Il a dirigé le Centre d'études de la forêt, le CEF, de 2010 à 2022. Je pense qu'il est un des fondateurs du CEF. Et il est présentement titulaire à l'ICAM de la chaire UCAT-UCAM en aménagement durable des forêts. Les champs d'intérêt couvrent des relations faune-habitat en forêt tempérée et boréale. Il a entre autres travaillé en collaboration avec le monde du CEF sur la problématique des changements de couverts forestiers en forêt boréale, liés tant aux perturbations naturelles, les feux, les épidémies d'insectes qu'humaines, la coupe, l'agriculture et ses effets sur la diversité biologique en utilisant les oiseaux et les mammifères comme des indicateurs. L'importance des forêts âgées et des vieux arbres pour la faune est au cœur de sa programmation, c'est de ça dont on y parle aujourd'hui. Dans une perspective appliquée, ces travaux de recherche ont contribué au développement de l'approche d'aménagement écosystémique, actuellement en vigueur dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier au Québec. Alors, j'ajoute qu'il vient d'avoir un prix pour sa contribution scientifique à la faune, notamment un prix décerné par le ministère de l'Environnement. Et donc, c'est une belle reconnaissance pour tout ton travail. Et puis, je disais aussi que les étudiants en particulier manifestaient leur soutien pour l'attribution de ce prix. Donc, bravo. Je vais laisser la parole à Pierre. Premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de Rêve et de Grippe de m'inviter à présenter un peu le bilan des travaux qu'on mène depuis près de 25 ans sur un enjeu qui est fondamental à l'échelle internationale, mais qui nous touche également, soit celui du vieillissement des forêts. La foresterie fait souvent de l'agisme et on va voir aujourd'hui comment ça a une incidence sur les enjeux de conservation de la diversité biologique, parce que les forêts âgées sont importantes à cet égard-là, tant en forêt boréale, et le Canada est un pays boréal, qu'en forêt tempérée. Je vais commencer d'abord par une introduction sur les forêts âgées dans le monde, un habitat qui se raréfie. Ce n'est pas le lieu seulement de l'Amérique du Nord, c'est partout dans le monde, les forêts qui atteignent un âge plus vénérable où il y a des arbres vétérans de grand diamètre, des arbres qui se meurent, des arbres qui sont morts. Ces forêts-là sont considérées comme des forêts âgées. En anglais, on parle souvent de old growth forests. Elles sont souvent convoitées pour leurs ressources en arbres. Et souvent, ces forêts-là vont décliner passablement par rapport à leur état d'origine et on va voir un peu pourquoi. À l'échelle des forêts du monde, moins de 20% des forêts âgées primaires, quand on dit primaire, on parle de forêts qui n'ont pas été exploitées d'une façon ou d'une autre par les humains. Donc, des forêts qui vieillissent naturellement, qui font partie du patrimoine naturel historique. On considère qu'il en reste moins de 20% à travers le monde. On parle des latitudes boréales, tempérées ou tropicales. 61% de ces forêts-là sont concentrées au Canada, en Russie et en Amazonie. Donc, c'est trois des secteurs qui sont affectés également par une diminution graduelle de leur importance. Même si on dit qu'il en reste 20%, on continue à gruger dans ce capital nature. Vous le savez pour les latitudes tropicales, entre autres pour l'Amazonie, qui est souvent sur la sellette, il a été énormément dans les 25 dernières années. Il n'est pas étonnant que la deuxième conférence des Nations Unies qui portait sur la biodiversité en 1992 est arrivée. C'était pas un fait divers, c'est parce que l'Amazonie était exploitée de façon importante dans les décennies 80-90. Il y a eu un petit ralentissement, mais il y a eu une hausse à nouveau d'exploitation de la forêt amazonienne à travers divers régimes politiques, dont l'avant-dernier, le régime de Bolsonaro, a été un régime assez drastique pour l'évolution du couvert forestier en Amazonie. Et ça se faisait pas dans le bon sens des choses. On va souhaiter que
ça se redéploie d'une façon plus conservationniste avec le nouveau gouvernement. Le Canada et la Russie couvrent la forêt boréale et une grosse portion de la forêt boréale. Cette forêt boréale-là, elle est dynamisée par toutes sortes de grands processus écologiques. Vous l'avez vu cet été avec les incendies forestiers énormes qu'on a eus sur des superficies importantes. C'est un territoire qui est dynamisé naturellement par les feux, mais qui est aussi exploité industriellement au niveau de ses voies. La transformation de ce territoire-là se continue. Ce qui fait que la proportion de 20%, elle continue à diminuer. Au Québec, si on regarde la situation de la forêt tempérée, là où nous habitons, et qu'on se dit, bon, est-ce qu'il reste des forêts âgées? Est-ce que on a transformé l'environnement de façon telle à ce que on a de la forêt, mais c'est plus de la forêt d'origine, c'est une forêt de deuxième venue. Et on se rend compte assez rapidement quand on regarde tout le secteur du sud du Québec, donc ce secteur-ci. Il y a eu des travaux sur la recherche de forêts âgées sur le territoire. Et une étude qui a été menée en 98 par des membres du CEF montrait que en faisant le suivi, les petits carrés que vous voyez, ce sont toutes les cartes. C'est le territoire découpé en fonction des cartes éco-forestières du gouvernement du Québec. Et on est allé dans ces placettes-là, on a regardé quelle était la composition des forêts et l'âge des forêts. On a des données extraordinaires au Québec au niveau des inventaires forestiers. Je dois dire qu'on est au Canada probablement les meilleurs à bien couvrir régulièrement notre couvert forestier, à faire les bons inventaires, puis on revient tous les 10 ans à les faire. Ce qui fait qu'on a des données très, très fines sur la hauteur du couvert forestier, la composition, donc quels arbres on retrouve, quelle est la hauteur de ces arbres-là, quelle est la densité des arbres. Est-ce qu'on a des forêts ouvertes ou des forêts plus fermées? Bref, toutes des informations qui nous renseignent sur l'état de la forêt. Et à partir de ces cartes-là, on était amené à regarder finalement quels étaient les cas potentiels de forêts qui étaient intéressantes à inspecter. Ce qui fait qu'on s'est ramassé avec un examen de 125 cartes éco-forestières au niveau de résolution de 1 pour 20 000. On a ensuite regardé là, de 1100 forêts depuis désignées dans les cartes comme de plus de 120 ans. On est allé les inspecter. Puis on s'est retrouvé avec un nombre très faible de forêts revenues comme candidats. On est passé à 35 forêts candidates qui ont été échantillonnées systématiquement. Ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de vieilles forêts dans le sud du Québec. Nos collègues du ministère de l'Environnement, en fait, des Ressources naturelles et des forêts, à l'époque, c'était le ministère a changé à peu près 10 fois de nom dans les derniers 30 ans. La dernière juridiction qui en était responsable, c'était le ministère Forêt, Fonds des Parcs, ou l'acronyme MFFP. Notez que ça a changé depuis. Les écosystèmes forestiers exceptionnels, c'est un projet qui a été mené par Normand Villeneuve, un botaniste du ministère. Ils ont répertorié l'ensemble du Québec méridional pour détecter où étaient les forêts anciennes, où étaient les forêts rares, les forêts qui étaient très peu communes sur l'ensemble du territoire ou peu communes dans certains secteurs du Québec. Par exemple, des forêts d'érables en Abitibi-Témiscamingue, c'est très rare. Un écosystème forestier exceptionnel était aussi désigné si on trouvait des espèces menacées dans les forêts. Donc, toutes sortes de critères qui nous ont permis de retenir à peu près 256 écosystèmes forestiers exceptionnels. Juste pour vous informer, là, tout le Québec est à 83% constitué de forêts publiques. Les forêts privées sont vraiment dans la vallée du Saint-Laurent, dans les Laurentides, dans le Québec attitré. Mais elles ne sont pas nécessairement réparties sur l'ensemble du territoire. Une grosse proportion du territoire forestier est constituée des forêts du domaine public. Qu'est-ce qu'on a appris en forêt boréale maintenant sur les forêts âgées? En génie forestier, souvent, il est dit que nos pratiques d'aménagement forestier, entre autres, nos pratiques de coupe avec protection de la régénération et des sols,
ce qui, dans l'acronyme des ingénieurs, s'intitule la CPRS. Les acronymes, c'est très, très populaire en forestier. Cette coupe avec protection de la régénération de petits arbres et des sols forestiers est néanmoins une coupe qui coupe l'ensemble des arbres sur un territoire. Donc, vous allez couper la forêt une fois, vous allez revenir dans 80, 90, 100 ans. Ce que les gens appelaient jadis la coupe totale. OK? Cette coupe-là a souvent et longtemps été considérée comme étant la coupe qui imitait parfaitement l'état de la forêt naturelle. La forêt naturelle, elle brûle souvent, donc si elle brûle souvent, aller la couper au complet, ça reproduit à peu près l'équivalent de ce que les feux produisent. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on regarde ça sur le plan scientifique, mais c'était moi je dirais un mythe qui a couru longtemps. Et mon collègue Yves Bergeron s'est beaucoup intéressé à cette question-là dans le cadre de travaux qui consistaient à reconstituer l'historique des feux de forêt. On va voir un petit peu tantôt comment, par, d'une part, la méthodologie ou l'approche méthodologique de dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cernes de croissance des arbres. Vous savez que les arbres produisent des cernes annuelles, qu'avec ces cernes-là, on est capable de revenir dans le temps pour déterminer l'origine, le début de l'arbre, puis au moment où il est soit mort, soit qu'il a été coupé. Et aussi à travers des études paléoécologiques des sols et des sédiments lacustres. Et ça, c'est très intéressant parce que les arbres en forêt boréale nous révèlent l'histoire du territoire sur un horizon d'à peu près 200 à 300 ans. Parce que les essences en forêt boréale ne sont pas des essences qui vivent longtemps. Là, quand je dis longtemps, c'est que si vous comparez, par exemple, un érable à sucre dans le sud du Québec à une épinette noire, ben, une épinette noire, ça vit 2 fois moins longtemps qu'un érable à sucre. L'érable à sucre peut vivre jusqu'à 600, 700, 800 ans. On a des situations très, très différentes quand on parle de forêt âgée. Une forêt âgée en forêt boréale, c'est une forêt qui souvent commence à vieillir dès l'âge de 100 ans. Donc, à travers ces programmes de recherche-là et la carte que vous voyez présentement, ce sont des territoires, de très grands territoires où on a fait des études de reconstitution historique des incendies forestiers. Ça a commencé en Abitibi, mais ça s'est réparti sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants gradués qui ont travaillé sur, soit en maîtrise, soit en doctorat, sur des projets de reconstitution des feux. Comment on s'y prend? Entre autres, on utilise toutes sortes d'informations. On utilise des archives pour ce qui est des feux, des incendies forestiers récents. On avait des archives qui remontent à 1940. On a des photos aériennes depuis 1920. Avant 1880, on a des datations des arbres après feu. On a des informations qui nous viennent aussi d'arbres morts qui ont des cicatrices de feu. Quand le feu passe et peut tuer l'arbre ou le blesser, l'arbre se protège et crée une cicatrice autour de son tronc. On va voir tantôt quelques figures. On a beaucoup travaillé avec les pins gris également, qui, quand on parle de chicot de pin gris, on parle d'arbre mort sur pied. Une belle expression québécoise, le chicot. Et des fois, ils sont gros, ils sont pas maigrelets. Avec les chicots de pin gris, on était à même de retracer très longtemps l'histoire à travers les cernes de croissance parce que ces arbres-là restent sur pied longtemps, ils pourrissent pas facilement. Et ça nous a permis sur de grands territoires, comme ce que vous voyez à votre droite, là, un territoire qui fait près de 16 000 km², d'avoir une certaine idée des événements de feu, de voir quelle a été l'année d'initiation des feux. Comment on a fait pour avoir une carte comme celle-là? C'est sûr que plus les feux sont récents, plus le contour des feux est clair. Plus on remonte dans le temps, plus ça a pris un échantillonnage systématique de tout le territoire où on a abattu des chicots de pin gris, entre autres, et d'autres arbres pour avoir des points dans l'espace qui nous permettent de reconstituer l'histoire et d'extrapoler cette histoire-là aux plus proches voisins. Donc, on a créé des cartes dont les contours sont, je vous l'avoue, flous. Plus on se rapproche dans le temps,
Donc, plus on est dans la période contemporaine, plus il n'y a pas de problème sur le contour, plus on remonte dans le temps, plus c'est un peu plus flou. Mais ce que ça vous dit essentiellement, c'est que quand on regarde l'ensemble du territoire et quand on regarde ce que les analyses de cernes de croissance, comme on voit ici, comment ces cernes-là se mesurent les uns par rapport aux autres, on est capable, avec les arbres qu'on a abattus, dont on mesure les centres de croissance, de même que les arbres vivants qu'on a carottés et dont on peut en arriver à interdater les arbres et remonter dans le temps avec toutes sortes d'informations sur les cernes de croissance. Fait que quand la similitude des cernes est rapprochée entre diverses sources d'informations, on en arrive à comme ça remonter dans le temps et se retrouver des fois jusqu'à 300 ans. Nos collègues à l'Université du Québec à Chicoutimi ont travaillé beaucoup avec le bois de construction. Puis avec les poutres de certains vieux édifices, ils sont capables d'établir, de remonter encore plus loin dans le temps à travers ce phénomène d'interdatation des cernes de croissance. Les cicatrices de feu nous renseignent également, les bourrelets que vous voyez, là, Samson, les cicatrices de feu qui nous disent plus précisément à quelle date il y a eu un feu. Donc, à travers toute cette information-là, ce qu'on a réussi à montrer assez clairement, c'est que l'idée que la forêt boréale brûle régulièrement et au complet, c'est pas tout à fait vrai. Ça brûle, mais il y a tout le temps une assez grande proportion du territoire qui est exempte de feu. Les cycles, les intervalles de feux de forêt sont pas si courts que ça. L'exemple que vous avez ici, c'est le cumul de toutes les études publiées qui montrent quelle est la proportion de forêt qui a plus de 100 ans. Et vous voyez assez clairement que sur l'ensemble du territoire, qu'on soit en Abitibi du Nord-Ouest, en Abitibi du Sud-Ouest, sur la côte nord, il y a une variation d'un pourcentage de forêt qui dépasse 100 ans. Mais c'est plus souvent qu'autrement, hormis pour le secteur de Waswanipi, c'est plus de 50% du territoire qui, historiquement, était constitué de forêts âgées. Le 46% de Waswanipi est très intéressant parce que le secteur de Waswanipi, c'est exactement là où cet été, on a eu le gros feu de forêt à Chibougamau. Nous, comme écologistes, on sait depuis longtemps que ce secteur-là est même appelé le secteur du triangle de feu parce que ça brûle plus fréquemment que dans le reste du Québec. Vous remarquerez que sur la Côte-Nord, on a 70% de forêts âgées avec la reconstitution historique des feux. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que la Côte-Nord, qui a un climat plus maritime, brûle moins. Le nord-ouest du Québec brûle plus. Mais même s'il brûle plus, il reste quand même une forte proportion de forêts âgées. Gardez ça en tête parce que pour la suite, on va voir que l'empreinte humaine est un peu différente de l'empreinte naturelle. Si on monte plus loin dans le temps, on remonte à travers les études paléoécologiques des feux, on va chercher de l'information dans les sédiments lacustres. Donc, on va chercher des carottes de sédiments dans lesquels on va inspecter dans les couches stratigraphiques les macro-restes de plantes, les pollens, mais également les charbons. Et les charbons nous permettent de dater dans le temps, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme événement de feu. Et quand on regarde ce que les études ont révélé, une étude publiée en 2009 par Dominique Cyr, qui est chercheur maintenant à la Ressources naturelles Canada, Yves et plusieurs collaborateurs, collaboratrices, qu'est-ce qu'on a appris du statut des forêts âgées dans les paysages boréaux? La proportion de forêts âgées dans les territoires aménagés est bien en deçà de la proportion historique. Ce qu'on a actuellement, les petits X que vous voyez, et regardez la portion des forêts de plus de 100 ans, le petit X, c'est ce qu'on laisse dans les forêts aménagées, à peu près 15-17% de forêts âgées. La variabilité qu'on a eue historiquement sur les 7650 dernières années, la variabilité extrême, elle est exprimée par, d'abord, en vert pâle. Donc, on a eu historiquement entre 30 au plus bas et 75% de forêts âgées dans nos territoires. Mais disons que la partie la plus remarquable, c'est autour de 40 à 70%. Historiquement, le territoire était constitué de forêts âgées, même s'il y avait des incendies forestiers.
Qu'est-ce qui change avec l'avènement de la foresterie industrielle? Ben, vous avez un exemple ici sur une portion de territoire au sud de la baie James où on a calculé depuis 1940 jusqu'à 2005 les superficies de forêts en régénération après peu et les superficies de forêts en régénération après coupe. Et vous voyez assez clairement que le ratio est près de 5 fois plus du territoire a été affecté par la coupe que par le feu. Maintenant, c'est cumulatif. Ces deux portions-là s'additionnent pour nous montrer comment le territoire a baissé en termes de superficie. Si on regarde à l'échelle du Québec maintenant, ce qu'on remarque, c'est que ce que vous voyez en foncé, en vert foncé, ce sont les forêts résineuses depuis 80 ans. Et ce qui est plus pâle, ce sont les forêts plus jeunes. Cet exercice-là est assez intéressant parce que le gouvernement du Québec ne l'a jamais fait. Le Centre d'études de la forêt l'a fait dans le cadre d'un projet qui est complètement champ gauche. Là, je m'explique. Le projet champ gauche, c'est que le CEF a contribué à un chapitre de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Donc, on n'est pas en train de parler du bilan de l'état de la forêt, mais d'un atlas d'oiseaux nicheurs. On nous a demandé de décrire l'évolution du couvert forestier entre le premier atlas d'oiseaux nicheurs qui a été réalisé de 1984 à 1989 et le deuxième atlas d'oiseaux nicheurs qui a été réalisé de 2010 à 2014. Donc, nous, ce qu'on a fait, quand je dis nous, moi, je pilotais le travail, mais je dois tout le crédit à Alain Leduc et Mélanie Desrochers, notre géomaticienne et un chercheur du Centre d'études de la forêt, qui ont pris tous les documents cartographiques de 1984 à 89 et les documents de 2010 à 2014, puis couvrir le Québec au complet, c'est énorme. C'est des milliers de cartes. Et ils ont analysé finalement les changements de proportion du couvert forestier de 80 ans et plus, et ils ont fait plus que ça parce qu'ils l'ont reporté sur les cartes. Et c'est pour ça que ce que vous voyez sur ces deux cartes-là, c'est le portrait de l'altération de la forêt âgée résineuse en forêt boréale. Et c'est une perte nette de 26 des forêts de plus de 80 ans qu'on a eu dans cet intervalle de 30 ans. Un intervalle qui a été vaste en matière d'aménagement forestier parce que on a abattu beaucoup de bois. Il y avait une demande très, très forte pour la construction aux États-Unis. Je vous rappelle que notre industrie fonctionne au-delà de 85 de nos produits sont exportés. C'est sûr que l'empreinte est assez forte. L'empreinte de l'aménagement n'est pas seulement régionale ou locale, mais elle couvre l'ensemble du territoire québécois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que notre couvert forestier se rajeunit. Et il se rajeunit de façon globale. Le grand perdant, parce que une forêt a divers stades de développement. Dès le départ, quand ça se remet à pousser, c'est une zone en régénération forestière. 10, 15, 20 ans plus tard, on a des forêts qui commencent à avoir des petits arbres. 30, 40 ans, 50 ans plus tard, les arbres ont une taille moyenne, puis 80, 100 ans, on commence à avoir un processus de sénescence de cette voûte forestière. Il y a quelques arbres qui vont commencer à mourir. Et là, on entre dans le cycle des forêts plus âgées. Donc, rajeunissement global de la forêt, perte nette de forêts âgées. Le corollaire, c'est perte de gros bois vivants, perte de gros bois mourants et morts, parce que vous sortez ces forêts-là du jeu de façon assez stratégique et systématique. Le bois mort, qui est en lien avec les forêts âgées, c'est un enjeu international aussi qui est rattaché à la conservation de la diversité biologique. Nous, on a eu l'occasion en 2011 d'organiser un symposium international sur la dynamique du bois mort et ses services écologiques. On avait fait à l'époque le colloque à Rouyn-Noranda, au-dessus de 150 chercheurs venant de 29 pays différents. Il y a un intérêt international pour ça, de l'Australie, en passant par le Japon, jusqu'en Russie, Finlande, bref, un peu partout dans le monde. Les vieux arbres, les arbres mourants, le bois mort, ce sont des attributs clés pour la diversité biologique, entre autres pour les organismes décomposeurs, pour les insectes, pour les mammifères, pour les oiseaux, pour plusieurs espèces de plantes, pour les champignons, bien sûr. Et plus spécifiquement, moi, je me suis intéressé dans ma carrière à travailler sur le rôle du bois sénescent et mort pour une faune bien particulière, la faune qui utilise les cavités d'arbres.
Là, vous allez me dire, c'est très, très pointu, ça. Il n'y a pas beaucoup d'espèces qui soit utilisent des cavités, soit les creusent. Ce que vous voyez à votre gauche, c'est une petite nitale, donc un petit hibou dans une cavité creusée par un grand pic. Donc, les nitales sont pas capables de creuser leur cavité, mais elles profitent du gîte offert par une autre espèce, le grand pic, qui est le plus grand de nos pics et qui est un excavateur excessivement efficace. Ce que vous voyez à droite, c'est une mésange bleue en Europe, dans une cavité qui est générée par, cette fois-ci, la dégradation naturelle des arbres. Et ça, si vous vous promenez dans le sud du Québec, en forêt, vous voyez souvent des creux dans les arbres, chose qu'on voit facilement dans les feuillus, mais qu'on voit pas aussi facilement dans les forêts plus résineuses. On va voir tantôt que les cavités issues de dégradation naturelle sont utilisées aussi par la faune d'Amérique du Nord, quand on regarde ce qui se passe en forêt tempérée plus qu'en forêt boréale. La faune qui utilise des arbres à cavité en forêt, c'est pas un petit contingent, ça va jusqu'à 40% parfois des animaux vertébrés. Donc, les vertébrés, c'est tous les organismes phoniques qui ont des vertèbres, qui ont une colonne vertébrale. Pensons bien sûr aux mammifères, aux oiseaux, mais également aux reptiles, aux amphibiens. Ceux-là utilisent moins des cavités, mais on peut penser également aux poissons. En forêt, c'est pas banal, c'est un enjeu qui est important. En Amérique du Nord, vous voyez que ça oscille entre, dépendamment des types de forêts, entre 10 et près de 30% de la faune globale qui utilise ces cavités-là, incluant les espèces qui creusent des cavités et celles qui sont des utilisatrices secondaires de cavités qui existent déjà. Beaucoup de recherches est menée depuis une vingtaine d'années sur la dégradation des arbres, leur utilisation par les communautés de vertébrés qui utilisent des cavités à l'échelle mondiale. Et on s'inscrit dans cette mouvance-là. Et au Québec, ben, les espèces de pics qu'on retrouve, on en a quand même 7. On pourrait dire 8 avec le pic à ventre-roux maintenant qui est nicheur dans le sud du Québec. Pour ce qui est des espèces les plus communes, c'est celles que vous voyez présentement, qui vont du petit pic mineur au grand pic, qui lui a la taille d'un corbeau. Donc, c'est un oiseau spectaculaire. On a fait des travaux dans les forêts âgées sur l'alimentation des pics et ça m'amène à parler un peu des travaux qui ont été menés, entre autres, par mon étudiant au doctorat Antoine Napi, qui a réalisé une première dans le domaine de l'écologie des pics. Les gens ont souvent étudié les espèces individuelles, mais rarement des cortèges d'espèces. Et lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est comprendre comment le bois sénescent et mort pouvait être utilisé par les pics de façon différente. Dans le domaine de l'écologie, le concept de niche écologique qui renvoie au fait qu'une espèce a une position dans l'écosystème qui est unique par rapport à une autre espèce. C'est un concept qui est important. Puis on a voulu tester un peu comment ça s'appliquait par rapport aux préférences écologiques que les oiseaux ont envers les divers stades de dégradation des arbres. Parce qu'il y en a qui s'alimentent plus sur des arbres vivants, d'autres plus sur des arbres qui commencent à montrer des signes de sénescence, d'autres qui s'alimentent carrément sur des arbres qui sont vraiment très décomposés. Ce genre de questions-là, on se les posait. Ce qui était un peu fou dans cette étude-là, c'est que ce que vous voyez à votre gauche, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais ça, c'est où l'oiseau est. Et quand on se déplace, ça, c'est où l'observateur est. Fait que suivre un oiseau qui s'alimente et se déplacer avec l'oiseau, parce qu'il faut se déplacer avec l'oiseau, c'est du sport. Il n'y a pas de sentier, là. On est hors sentier. Ce qui fait que la marche est pas mal plus ardue. Noter le comportement des oiseaux, parce que ce que Antoine faisait et l'équipe faisait, on notait la position de l'arbre, les coordonnées GPS, on faisait ça après avoir localisé l'oiseau. On notait à quelle hauteur il s'alimentait, est-ce qu'il était haut dans l'arbre, est-ce qu'il était à la base du tronc, quelles étaient les caractéristiques des arbres, c'est-à-dire c'est quelle espèce d'arbre, c'est quoi le diamètre de cet arbre-là, quelle était la classe de dégradation, on va voir tantôt des exemples de classes de dégradation, quelle technique d'alimentation il prenait. Toutes ces informations-là étaient codifiées sur enregistreuse parce qu'on n'avait pas le temps de les noter
Et le plaisir de l'histoire, c'est qu'une fois que tu les as enregistrés, le soir, il fallait les noter et les entrer dans des bases de données pour faire ultérieurement les analyses statistiques du comportement de chaque espèce. Ce que ça nous a donné, c'est qu'on a suivi un peu comment la dégradation des arbres peut affecter le comportement alimentaire. Donc, ce que vous voyez à votre gauche, c'est ce qu'on appelle les classes de dégradation. Ce qui est dans la catégorie 1, 2, 3, c'est des arbres qui sont encore vivants. À partir de 4, là, on a des arbres qui sont morts, qui sont en train de se décomposer, que ce soit des feuillus ou des résineux. Ce que ça nous dit, c'est que les 3 premiers stades renvoient à ce que vous voyez sur l'écran. À droite, le stade 3, là, on voit qu'il commence à y avoir un champignon là, sur le tronc. Là, ça, c'est signe qu'il commence à se dégrader. Là. Parce que ces champignons-là, quand ils sortent, ça fait environ 15-20 ans qu'ils sont dans le cœur de l'arbre, qui sont en train de pourrir le sein. Même chose pour la dégradation plus avancée. La dégradation plus avancée, ben, ça renvoie à ces divers stades-là de dégradation des arbres en forêt. Et ce qu'on était à même de voir à même cette étude-là, c'est que chaque espèce, le long d'un gradient de dégradation, avait ses préférences alimentaires. Donc, l'ensemble des espèces utilisent le spectre complet de ces naissances et de mortalité des arbres. Et chaque espèce a sa façon unique d'utiliser ces arbres-là pour son alimentation. Évidemment, ça nous amène à réfléchir sur le maintien de tous les stades de dégradation des arbres. C'est donc une clé pour maintenir la diversité des pics en forêt. En écologie, on dit souvent que la demi-vie d'un article, un peu comme les analyses au carbone 14, ça prend du temps à récolter ces données-là. Dans les diapos précédentes, on disait que pour décrire ce qui se passait, ça prenait de 30 à 50 suivis par espèce. On suivait l'équivalent de 5, 6, 7 espèces. Il fallait au-delà de 350 suivis et c'est très, très difficile à faire. Des données riches qui vivent longtemps. L'article a été publié en 2015, puis moi, je le vois d'année en année, là, il est de plus en plus cité. Fait que ça prend du temps avant de commencer à être cité, mais éventuellement, ça devient des données de fond qui sont utilisées. Les travaux qu'on a menés sur les pics couvrent aussi la reproduction. Ça, c'est un autre monde. C'est le monde de l'utilisation des arbres, mais comme gîte de reproduction. Mon étudiant à l'époque, Philippe Cadieux, qui est chercheur dans mon laboratoire, lui s'intéressait à comprendre l'importance du bois sénescent et mort comme gîte de reproduction, puis comment les espèces diffèrent quant à leur sélection des arbres de reproduction. Donc ça a commandé toute une approche de suivi dans des placettes permanentes qu'on suit depuis 2004. On a 12 placettes qui font de 25 à 40 hectares qu'on échantillonne systématiquement, très régulièrement. Pas tous les ans, mais presque. Et ce que vous voyez quand on échantillonne un territoire pour trouver des cavités, la première affaire qui est importante, c'est qu'on le fait avant que les feuilles sortent. Parce que quand les feuilles sont sorties, tout change. Difficile de suivre ce qui se passe. Deuxième chose importante, c'est que oui, on regarde dans les airs, parce que les cavités sont sur les troncs d'arbres la plupart du temps, mais on regarde beaucoup au sol. Et ce que vous voyez à votre droite, en bas, c'est une photo qui montre le sol est jonché de copeaux de bois. Parce que quand les pics creusent, ils sortent le bois et ils le projettent au sol. Et c'est souvent la façon pour nous de trouver des cavités. Donc, au printemps, c'est un peu l'idéal. La végétation du sous-bois n'est pas sortie encore. On peut facilement repérer ces cavités-là avant que la feuillaison se fasse. Ce qu'on a fait dans le cadre de cette recherche-là, c'est évidemment de suivre la reproduction des oiseaux et d'identifier quelles étaient les espèces qui utilisaient ces fameux trous d'entrée dans le bois. On le fait avec des caméras fixées sur des perches télescopiques. Vous voyez à droite de quoi ça a l'air. Et on s'en va voir dans les cavités. Donc, on peut rentrer la perche dans la cavité pour aller voir quelle espèce d'oiseau s'y reproduit. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un mammifère? Ça peut être un écureuil. Et là-dedans, ça peut être un écureuil volant, mais pas la touche. Ça peut être un canard qui va se retrouver dans ces cavités-là. Bref, plusieurs espèces sont utilisatrices des cavités. Et pour vous donner un exemple, une petite animation qui vous montre le sport
que constitue le fait d'aller mettre une caméra dans une cavité. En bas, vous voyez mon technicien de la fonte qui est en train de monter la perche télescopique. Et là, dites-vous là, que ça prend de la force physique, là. Parce que plus vous montez la perche, moins vous avez le contrôle. C'est une immense canne à pêche. Et les nids sont souvent à 9, 10 mètres de hauteur, donc à des hauteurs considérables. On va y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a tourné avec un drone, ça, cette image-là. Vous voyez qu'on monte en même temps que... Et c'est vraiment quand on arrive près de la cavité, là, je ne vous cacherai pas que on fait ça à deux. Il y a une personne qui monte la perche, l'autre qui le guide. Parce qu'à un moment donné, tu es au sol, tu vois pas exactement où tu vas. Ça prend un certain recul pour y arriver. Les arbres adéquats à l'excavation des cavités de reproduction par les pics, ben, ce qu'on a déterminé, c'est qu'il fallait que le diamètre soit d'une certaine grosseur, qu'il y ait de la dégradation au niveau de l'arbre. Donc, l'arbre que vous voyez à votre gauche, c'est un arbre qui commence à montrer des signes de dépérissement au niveau de son feuillage. C'est un très gros peuplier fautremble qui faisait autour de 40 cm de diamètre. Un assez gros sujet. Souvent, ce qu'on va voir, ce que vous voyez à votre droite, c'est un champignon, le Phélinus trimulé, le champignon de la carie blanche du tremble, qui, lui, s'attaque au bois de cœur de l'arbre. Donc, le bois de cœur, c'est la partie morte de l'arbre en plein milieu. Mais cette partie morte-là, elle est attaquée par le champignon. Le champignon va décomposer le bois et rendre l'excavation plus faisable pour le pic. Parce que le pic va creuser dans les parties saines. Quand il arrive dans le cœur, dans le bois de cœur, c'est des parties qui sont pourries. Donc, il réussit à creuser facilement sa chambre. Du sol, vous voyez un orifice, mais la réalité, c'est ce que vous voyez à droite ici. Dépendamment de la grosseur de l'oiseau, la chambre qui va servir de gîte pour l'oiseau, pour les mammifères qui vont l'utiliser, cette chambre-là peut faire jusqu'à 50 à 60 cm de profondeur. Donc, c'est profond, dépendamment de la grosseur de l'animal. À l'instar de ce qu'on a vu tantôt pour l'alimentation, c'est un peu la même chose pour la reproduction. Les oiseaux sélectionnent des arbres de divers stades de dégradation. Donc, vous voyez à votre gauche, en haut plutôt, le grand pic qui principalement utilise des arbres qui sont encore dans la catégorie 1 ou 2, mais qui commencent à montrer des signes de sénescence par la présence de champignons, ou des espèces comme la citelle à poitrine rouge, un tout petit oiseau en bas, à droite, qui n'est pas un très bon excavateur. Donc, il va excaver dans des conditions où le bois est très, très mou et très dégradé. Donc, les arbres qui sont de stade 4 à 5 sont plus utilisés par la citelle que par le grand pic pour sa reproduction. L'autre élément incontournable qu'on a remarqué dans ces études-là, c'est que l'ensemble des pics utilisent principalement des arbres qui montrent la présence du champignon carie blanche du tremble sur l'arbre. Donc, c'est vraiment un signe annonciateur pour les pics que la qualité du substrat est peut-être bonne pour l'excavation. On n'est pas sûr de ça à 100%, mais on n'a pas testé l'hypothèse. Une hypothèse qui serait intéressante, ce serait de prendre des fructifications, de les coller sur des arbres encore sains pour voir si les pics essaient de creuser. Mais il est clair que pour bien des espèces, on voit que la proportion des arbres disponibles et à cavité, ayant des carpophores, là, des organes de fructification du champignon, elle est importante pour plusieurs espèces. L'autre gros projet qu'on a mené à travers la reproduction des pics, c'est un projet vraiment intéressant qui nous fait sortir de la zone de confort qu'on a habituellement quand on parle de diversité biologique. On parle souvent de nombre d'espèces. Est-ce qu'un habitat est plus diversifié qu'un autre? S'il est plus diversifié, est-ce que c'est mieux? On fait le cumul des espèces, puis on dit, bon, ben voilà, ce milieu-là a 25 espèces, c'est bien mieux qu'un milieu qui en a 10.
pas aussi simple que ça aborder les questions de diversité. Ce qui est important aussi, c'est de regarder c'est quoi les interactions que les espèces entretiennent entre elles. Avec une de nos collègues en Colombie-Britannique, Cathy Martin, au début des années 2000, était très innovante. Elle s'est basée un peu sur ce qu'on connaît bien en écologie, les food webs, les réseaux trophiques. Tout le monde sait un petit peu qu'il y a des plantes qui produisent une biomasse qui est prélevée par des animaux herbivores, qui vont être prédatés par des carnivores. On a tous appris ça au secondaire. Les liens trophiques qu'il y avait dans la grande chaîne écologique. Et elle a repris le concept pour regarder les nests web, donc les réseaux d'utilisateurs de qualité. Elle s'est dit, on va regarder c'est quoi les associations qu'il y a entre les arbres qui sont excavés ou qui ont des signes de dégradation naturelle, leur utilisation par certaines espèces et leur réutilisation par d'autres espèces. Et elle a proposé un système hiérarchique où on regarde de façon systématique quelles sont les essences d'arbres utilisées, qui joue un rôle important dans la création des cavités. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est de la dégradation naturelle des arbres? Ou est-ce que c'est des acteurs excavateurs comme les pics, qui sont un peu des ingénieurs de construction de gîtes pour toutes les autres espèces? Quelles sont finalement les espèces qui, au-dessus des pics, nécessitent et sont limitées par l'accès aux cavités créées par les pics ou par la dégradation naturelle de la forêt? Donc, on a mené une étude longitudinale depuis 2004 sur les réseaux d'utilisateurs de cavités en forêt boréale mixte. Cette étude-là, elle part d'une étude préalable. Et vous voyez, là, juste faire la connexion avec ce que je vous ai dit au préalable sur l'histoire des feux. Vous parlez des vieilles forêts, présenter un peu l'histoire des feux. C'est important pour se faire une tête sur le fait qu'il y a des vieilles forêts partout. Mais mon collègue Bergeron, le premier lieu où il a travaillé avant de faire ses reconstitutions historiques sur l'ensemble du Québec et même du Canada, c'est au lac du Parquet. C'est à l'actuelle forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet qui est co-gérée par l'UQAM et l'UQAM. Et à la forêt du Parquet, il a reconstitué à très petite échelle l'histoire des feux. Et ce que vous voyez, c'est la carte de l'histoire des feux. Donc, tel secteur, il y a eu des feux en 1870. Tel autre secteur, il y a eu des feux en 1760. Et on est capable, avec ça, de créer une séquence d'âge des forêts à travers l'histoire des feux. Et nous, on a les points noirs que vous voyez, c'est nos sites permanents d'échantillonnage qu'on a mis dans chacun de ces événements de feux-là. Ce qui nous permet de créer une chronoséquence dans le temps à des distances relativement courtes, parce que tout ça a été fait dans un territoire qui fait à peu près 35 km². Donc ça, c'est exceptionnel et c'est unique. On n'a pas tellement d'autres endroits en Amérique du Nord où on a autant de détails sur la dynamique des forêts, ce qui nous a permis de travailler beaucoup parce que ces forêts-là sont toutes semblables par rapport au réseau d'utilisateurs de qualité. Donc, je reviens en arrière. Ça, c'est le tableau d'ensemble des données qu'on a depuis 2016, de 2004. Un exemple qui a été publié en 2016 dans un ouvrage qui nous dit au départ que l'essence numéro 1 utilisée par l'ensemble des pics, c'est le peuplier faux-trempe. Qui nous dit également qu'il n'y a pas beaucoup de cavités naturelles. Les cavités naturelles représentent 3,4% des cavités utilisées par la faune. Ce sont des cavités principalement excavées par les pics. Donc, les pics en forêt boréale jouent un rôle hyper important comme pourvoyeurs de gîtes pour toutes les espèces que vous voyez au-dessus. Les liens que vous voyez renvoient, et la force des liens renvoie à l'épaisseur des traits pour vous dire tout simplement que quand le lien est très fort, ça veut dire qu'il y a tout le temps une association, disons, entre le peuplier faux-trempe et le grand pic. Le grand pic n'excave pas dans d'autres essences, dans très peu d'autres essences. Et le lien entre le grand pic et les espèces au-dessus, ben, c'est que le grand pic permet à diverses espèces, le canard branchu, le garrot à d'or, donc des gros canards, de se reproduire dans ces cavités-là. On s'est intéressé à voir comment, justement, l'âge des forêts influençait la structure des réseaux. Donc là, on a regardé, avec les années après feu, comment ces réseaux-là s'organisaient et quelle était leur complexité.
Et on s'est rendu compte que plus la forêt vieillit, plus la richesse, le nombre d'interactions entre les espèces d'arbres, d'excavateurs et d'utilisateurs augmente. Donc, plus votre forêt vieillit, plus vous avez des réseaux complexes. Plus elle est jeune, plus les réseaux sont simples. On a refait cet exercice-là en forêt tempérée dans les Hautes-Laurentides. Et là, ce qui est très intéressant, dans un territoire qui s'appelle le Parc régional de la montagne du Diable, et vous voyez là, à votre gauche un arbre vétéran avec une grande cavité naturelle, là. Un projet de 2 ans qui a été piloté par un de mes très bons étudiants, Alexandre Fouillet, où on a trouvé près de 3000 cavités potentielles sur 1279 arbres. On les a toutes visitées avec la pôle et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cavités qui n'étaient pas suffisamment creuses pour abriter un animal. Puis il y en avait quand même 746 avec des chambres assez développées pour abriter d'autres espèces. 48% de ces cavités-là étaient excavées, 52 étaient formées par la dégradation naturelle des arbres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on change d'univers. On passe de la forêt boréale à la forêt feuillue, tempérée, nordique. Donc, on est pas mal à la limite nord de cette forêt-là. Mont-Laurier, là, la transition commence à se faire vers la forêt boréale à peu près 100 km plus loin. Là, on a des essences différentes. On a des arbres, principalement des érables, des hêtres. Et on va le voir, le réseau est complètement différent. Si tantôt, le réseau était principalement lié au peuplier faux-tremble, vous voyez assez clairement ici qu'il y a une utilisation de plusieurs essences à la base. Au milieu du réseau, la chose très intéressante, c'est les cavités qui ne sont pas excavées par les pics, qui sont beaucoup plus importantes et qui jouent un rôle important, entre autres pour les grosses espèces. Parce que ces cavités-là sont encore plus grandes que des cavités de grands pics. Les grands trous qu'on voit souvent, ça va être utilisé par le raton laveur, ça va être utilisé par des grosses bâches. Un portrait très, très différent de la faune cavicole en forêt tempérée. Deux choses à retenir. Un rôle acquis des cavités qui résulte de la dégradation naturelle des arbres, puis un partage assez équitable entre la contribution des cavités de grand pic et des cavités naturelles dans l'approvisionnement de grandes cavités pour les espèces qui sont pas capables elles-mêmes de les creuser, mais qui ont de fortes tailles. Et là, on termine presque la présentation et je vais le faire sur quelques vidéos qui vont vous permettre de voir de l'intérieur ce qui se passe quand on va examiner les cavités. Donc, on va commencer avec un premier vidéo. Donc, ça, ce sont des jeunes de grand pic. Deuxième vidéo. Alors là, on est dans une cavité, on est toujours dans une cavité de grand pic, mais ça, ce sont des utilisateurs secondaires, là. Donc, les espèces qui utilisent les cavités de grand pic, c'est d'une petite nyctale, donc c'est 9 petits bébés de petits nyctales qui sont dans la cavité. Autre exemple. Bon, là, ce qui est très, très intéressant, c'est que on est présentement, on est dans un arbre avec un érable avec de très grandes cavités naturelles. Et c'est pour ça qu'on trouve du raton laveur avec des jeunes. On les voit bouger un petit peu. Donc, et le dernier. Vous regarderez, les parois de la cavité sont très, très altérées. C'est une très vieille cavité naturelle, immense, et dans laquelle on avait des fois treillis.
Donc, ça, des choix tréillés, ça niche pas nécessairement dans une cavité de grand pic. L'oiseau est trop gros, il est plus gros que le grand pic, mais ça prend des cavités naturelles. En conclusion, dans les forêts âgées, ce que je voulais faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures clés telles les arbres vétérans, les arbres sénescents et morts. Mais il y a aussi des processus écologiques clés. La dégradation des arbres, l'arrivée d'organismes comme les champignons sur les arbres. Tout ça, ça contribue à alimenter un cycle de vie qui est important et à structurer finalement les relations écologiques entre les espèces. Quand on parle de diversité biologique, on ne fait pas seulement allusion au nombre d'espèces, mais on fait allusion au processus écologique. La mort des arbres, c'est un processus naturel, mais lent. Donc, il faut s'assurer qu'on garde des forêts qui sont vieillissantes, pas seulement des forêts jeunes dans le paysage, parce qu'on vient rompre un peu cette dynamique-là. Je reprends la balade de l'impossible de Haruki Murakami. La mort n'est pas le bout de la vie, mais elle en fait partie. Je trouve que c'est tout à fait approprié pour traduire ce qui se passe dans les vieilles forêts avec les vieux arbres. Ils ont un rôle hyper important pour la suite du monde. Je voudrais en profiter pour remercier un nombre incalculable d'étudiants, d'étudiantes qui ont fait partie de l'aventure ces 20-25 dernières années. Évidemment, les organismes subventionnaires qui nous ont supportés. C'est le temps des questions, donc allez-y. Merci. Merci beaucoup, Pierre. On parle de sénescence. Quand est-ce que ça advient? Quand est-ce que le programme commence ou que les gènes s'éteignent? Le vieillissement comme tel, il se fait de façon graduelle. Un peu ce qu'on vit nous-mêmes. Les écologistes s'entendent pour commencer à qualifier une forêt de âgée quand la voûte, donc quand les arbres qui occupent la canopée commencent à mourir. Ça, c'est ce qui traduit un petit peu le phénomène de passage d'une forêt qu'on dit mature à une forêt qui est vieillissante. À l'échelle individuelle de l'arbre, les arbres vont pas tous réagir au même moment dans leur vie. Ça dépend énormément de conditions locales. Il y a des arbres qui peuvent commencer à montrer des signes de sénescence à 70, 80 ans. D'autres, si on pouvait aller déterminer l'âge en les carottant, on se rendrait compte que c'est à 120 ans qu'ils ont commencé à manifester les mêmes processus de dégradation graduelle. C'est assez complexe de bien caractériser ça. C'est source de débat au sein de la communauté scientifique, en ce sens que souvent, on a une lecture qui est très linéaire du phénomène. C'est un phénomène qui est plus complexe que ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu aménages le territoire forestier, tu l'aménages en bonne partie pour ne pas te retrouver avec des forêts où il y a trop d'arbres qui sont morts ou moribonds. Donc, ce que tu veux, c'est maximiser le volume de bois que tu vas récolter qui est encore sain. Et souvent, les forestiers font des études de croissance des arbres, puis ils commencent à regarder dans quelle mesure un peuplement voit de plus en plus sa croissance ralentir. Puis là, ils vont déterminer une période charnière pour dire, c'est là ma fenêtre d'opportunité pour aller chercher le plus de bois. C'est souvent des forêts qui ont, dépendamment des régions dans le monde, qui sont en transition vers le fait d'être des forêts matures à des forêts âgées. Sauf que la foresterie ne se contente pas de ça seulement. Là, je veux dire, si les volumes marchands sont élevés puis que ta forêt a 125 ans, ils vont aller la chercher quand même. Ce qui est un peu particulier, la foresterie qu'on pratique ici, c'est pas particulier, c'est qu'on est rendu là dans l'histoire. C'est qu'on coupe la forêt naturelle. On ne coupe pas des forêts qu'on a plantées. Contrairement à ce que les gens disent souvent, on fait beaucoup de plantations. Les gens vont vous dire spontanément, je suis allé planter des arbres dans l'ouest ou dans le nord du Québec. La plupart du temps, au Canada, c'est du reboisement qu'on fait. C'est-à-dire que dans les secteurs qu'on coupe, en coupe avec protection de régénération des sols, il y a des endroits où la régénération préétablie, celle qui est actuellement en forêt, n'est pas très avancée. Quand elle n'est pas très avancée, ce qu'on fait, c'est qu'on reboise dans ces secteurs-là. De là à dire qu'on fait des plantations comme il s'en fait en Finlande, en Suède, c'est pas tout à fait ça. C'est plus de reboisement. Je dirais que puis c'est 20% du territoire au Québec qui est reboisé
parce qu'il y a une bonne proportion du territoire où la régénération préétablie est là. On n'est pas dans une dynamique là, d'exploitation de forêts qui ont été transformées complètement comme en Finlande, en Suède. Donc, nos forêts sont encore naturelles. Elles vont revenir après la perturbation, mais il y a des différences dans... Moi, ce que je te dirais, c'est qu'il y a des grosses différences en fonction des forêts naturelles sur les proportions de forêts qui dépassent l'âge où on les exploite. Je veux dire, ça, on a contribué à changer la donne au niveau de la structure d'âge des paysages forestiers. Bonjour Pierre, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Je suis curieux de savoir, est-ce que le changement climatique va influencer la transition des forêts matures vers les forêts âgées et comment est-ce que cela peut répercuter en fait sur le processus que vous avez étudié? C'est une très bonne question. C'est clair que les changements climatiques actuellement, si on faisait abstraction de la récolte forestière puis qu'on ne regarde que la dynamique naturelle, il va falloir continuer à documenter ce qui se passe. Mais si je prends l'année 2023, OK, qui est une année exceptionnelle de feux de forêt en forêt boréale. Dans les médias, on entend beaucoup les gens dire, voilà une autre manifestation des changements climatiques. C'est faut être prudent avant de conclure que c'est strictement les changements climatiques qui amènent ce phénomène-là, aussi imposant et important qu'on a eu cet été. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de changement climatique, là. Je vais être très clair, là. Les gens qui étudient les cycles de feu, les étudient sur des dizaines et des dizaines d'années. Tu peux avoir une année exceptionnelle comme cette année. Si tu as plusieurs années comme cette année qui s'alignent une après l'autre, là, il va falloir vraiment se dire on est peut-être en train de basculer dans un autre cycle. Actuellement, c'est pas encore déterminé parce que l'année de feu la plus importante, c'est la première année où on a enregistré les événements de feu au Québec. Les premiers registres de feu remontent à 1923. L'année 1923, le Québec au complet brûlait. C'était un petit peu moins important que cette année, mais encore faut-il se dire que les données de 1923 n'étaient pas obtenues avec le même degré de raffinement et d'information que nous avons maintenant. On a des satellites, on a des survols aériens, on a des équipes de la SOPFEU qui travaillent un peu partout. En 1923, on n'était pas là. Pourtant, quand on fait le registre temporel de l'histoire des feux au Québec, on réalise très rapidement que 1923 est une grosse année. Puis d'ailleurs, si tu te souviens dans la présentation que j'ai faite, là, parmi les sites au lac du Parquet, là, les événements de feu, le feu de 1923 est un des feux. Ce qui fait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a presque brûlé au complet à ce moment-là. Donc, je suis pas en train de dire que les changements climatiques vont pas changer la donne. Au contraire, les projections qu'on fait d'ici 2050, 2070, ce que Ressources naturelles Canada est en train de voir, c'est que le pourcentage de territoires brûlés par année augmenterait du simple au double. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un impact. Maintenant, par rapport à ta question, la principale problématique, c'est pas les feux de forêt, c'est l'aménagement forestier. Et j'ai pas parlé de l'aménagement forestier durable, mais une des clés pour garder des vieilles forêts, c'est en garder plus sur pied. Ça, c'est de la conservation. La deuxième clé, c'est de faire un aménagement différent, c'est-à-dire faire une foresterie qui est davantage sous couvert forestier. Et là, je m'explique. Actuellement, ce qu'on fait à 95%, c'est des coupes où on garde pas de couvert. On fait un petit peu de rétention, mais on coupe tous les arbres qui ont une certaine maturité. Il y a d'autres pratiques sylvicoles qui consiste à couper peut-être l'équivalent de 60-70% du couvert forestier, mais garder un 25-30% réparti. Donc, tu coupes, mais tu gardes un couvert. Et le fait de garder un couvert, ça aussi, ça peut aider énormément la diversité biologique. Pas toutes les espèces, mais un certain nombre d'espèces. Et garder du couvert, ça peut aussi vouloir dire que tu gardes pas juste des arbres vivants, tu gardes aussi des arbres morts, tu gardes des arbres qui sont en stade de dégradation. Les changements climatiques vont changer la donne, mais il faut d'abord réfléchir à comment nous, on a changé la donne par rapport à cet enjeu-là.
il faut faire attention pour pas dire, ah, ben, dans le fond, de toute façon, les changements climatiques vont tout changer, fait que il y a rien à faire. Ça, j'entends ça souvent. Je me suis déjà fait dire par un ministre, un sous-ministre, sur une étude qu'on venait de mener sur le caribou forestier, qui est une espèce litigieuse pour les gouvernements actuellement parce qu'elle est à statut précaire, mais elle est évidemment pas complètement protégée encore. Oui, mais avec les changements climatiques, les caribous vont migrer vers le nord. Pas aussi simple que ça. Il ne faut pas perdre de vue nos responsabilités comme usagers de la forêt. Et nous la transformons beaucoup. Les écologues ont proposé des façons de la transformer moins pour garder les autres valeurs. Est-ce qu'on l'a fait? Notre bulletin de notes n'est pas à très haut niveau de succès présentement. Il y a place à amélioration, si je me permets d'être diplomate. Moi, j'avais une question concernant la forêt tempérée. Mhm. Tu disais qu'il y avait beaucoup plus de dégradation naturelle des arbres Oui. par rapport à la forêt boréale, mais à quoi c'est dû? C'est vraiment les essences d'arbres comme telles. Chez les résineux, quand une branche casse et tombe, l'arbre va se recicatriser. Donc, il n'y a pas beaucoup de situations où la dégradation naturelle va créer des cavités. Chez les feuillus de la forêt boréale, ce sont des feuillus qui poussent très rapidement en lumière, en pleine lumière, mais qui sont pas très tolérants à l'ombre. Il faut qu'il y ait de la lumière pour qu'ils repartent. Pensons au bouleau, pensons au peuplier. La croissance est tellement rapide que c'est souvent des arbres qui produisent relativement peu de branches latérales, propices à briser au verglas d'une façon ou d'une autre. Par contre, ce sont des arbres qui sont affectés par des champignons qui vont faire en sorte que leur cycle de vie va être relativement plus court. Donc, dans ce cas-là, il y a une dégradation naturelle, mais interne, ce qui fait que ça ne crée pas une cavité externe qui peut être réutilisable par d'autres espèces. C'est vraiment plus une question de traits fonctionnels des espèces qu'autre chose. Pour ce qui est des feuillus en forêt tempérée, on a aussi une très longue longévité des arbres, ce qui fait qu'un arbre qui a 150 ans peut commencer à en avoir des anfractuosités, des cicatrices comme celle-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nos forêts dans le sud sont toutes très vieilles, là. C'est pas le cas, là. Ce que je vous ai montré avec le parc régional de la Montagne du Diable, il y a 4 ou 5 écosystèmes forestiers exceptionnels là-dedans. Puis des arbres comme ces gros érables-là, c'est probablement des arbres qui ont au-delà de 200 ans et qui n'ont pas été récoltés au siècle dernier. C'est une question plus concrète, mais tu sais, disons, si on est un citoyen ou une citoyenne conscientisée puis qu'on aurait envie de protéger les forêts âgées, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Très bonne question. Il faut le voir sur deux fronts. Premier front, si c'est une forêt privée près de chez toi, je te dirais que actuellement, il y a plusieurs ONG qui travaillent à la conservation des forêts matures et âgées dans un cadre où on établit des contacts avec les propriétaires privés pour qu'ils signent soit des servitudes, soit qu'ils vendent une partie de leur forêt, soit qu'il y ait des ententes, je pense au corridor appalachien, à l'éco-corridor des Laurentides, divers ONG comme ça, à la fiducie des écosystèmes de la Nodière. Eux travaillent en forêt privée principalement, puis ils essaient, dans la mesure du possible, de dégager une stratégie de conservation dans tout le sud du Québec, pour ce qui est du territoire privé. Pour ce qui est de la forêt publique, c'est plus délicat. Le territoire de la forêt publique, c'est le gouvernement du Québec qui devrait avoir la responsabilité d'augmenter la proportion de forêts âgées, de changer quelque peu ses pratiques d'aménagement et de faire en sorte qu'on en conserve plus. Donc, c'est des pressions qui sont faites directement dans les régions et ça se fait à travers la création d'aires protégées. Et ce n'est pas facile si tu as suivi un petit peu l'actualité des 4 dernières années, quand est venu le temps pour le gouvernement du Québec d'atteindre la cible de 17 d'aires protégées. Il y a eu un tollé de protestation des groupes de citoyens un peu partout au Québec parce que le gouvernement a décidé de protéger des grands secteurs au nord du Québec, au nord de ce qu'on appelle la limite nordique d'exploitation forestière. Le Québec est subdivisé en deux grands secteurs. Quand on parle des forêts prélevées, des forêts qui ont un potentiel de prélèvement pour la récolte ligneuse, c'est des forêts qui sont au sud du 51e, à peu près. Donc, du 49e au 51e, là,
la portion forêt boréale là, est excessivement convoitée par l'industrie forestière. Et le gouvernement du Québec a beau avoir une loi sur l'aménagement durable des forêts, dire qu'il développe une approche écosystémique. Nous avons développé l'approche écosystémique. On a écrit un livre là-dessus en 2008. La définition de l'approche écosystémique de la loi est tirée de notre livre. Et on sait très bien qu'on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire. Entre autres, plus de conservation. Ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, de l'aménagement différent de ce qu'on a toujours fait, de la coupe totale. Donc, aller vers des coupes qui gardent du couvert, qui permettent de maintenir des attributs plus de vieilles forêts. Là où c'est décevant pour les citoyens, c'est qu'il y a des groupes de citoyens qui travaillaient pour créer des aires protégées. Il y avait 83 projets d'aires protégées dans la portion boréale commerciale et même dans la portion tempérée, parce que même quand tu descends dans les Hautes-Laurentides, par exemple, il y a des groupes de citoyens qui ont fait des pressions, puis qui ont travaillé en concertation même avec le ministère. Mais c'est le gouvernement qui, en bout de ligne, n'a pas écouté ses fonctionnaires. C'est un peu le problème, à un moment donné, de voir que les décisions politiques sont prises en fonction des lobbies politiques que les gens subissent. Même les équipes au sein des ministères, les directions régionales, ont beau faire des recommandations, si ça ne monte pas au cabinet du sous-ministre, puis si ça ne monte pas au cabinet du premier ministre, ben ça ne monte pas, tout simplement. C'est bloqué. Je te dirais que les ONG en environnement jouent un rôle hyper important, en forêt publique également. Je pense aux ONG nationaux comme Nature Québec, la SNAP Québec, Société des aires protégées du Québec, qui travaille de façon très, très active pour augmenter la proportion de territoires protégés sur le territoire aménagé. C'est bien protégé au-dessus du territoire aménagé. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On protège des grands pans nordiques. Personne n'est contre l'idée, mais il en faut aussi pour le sud. Peut-être une précision de la part d'une novice. Oui. Dans une aire protégée, on peut quand même faire selon une approche systémique ou on ne peut pas couper du tout. Dans une aire protégée, actuellement, ça dépend des statuts de l'aire protégée. La question est très, très bonne parce qu'elle peut se décliner en plusieurs sous-catégories, mais une aire protégée au sens de l'Union internationale de la conservation de la nature, les aires protégées de type 1 et 2, c'est comme nos parcs provinciaux actuellement, il n'y a pas de coupe. Il y a des aires protégées qui peuvent être habitées. Tu peux penser faire de la coupe. Et moi, je pense que même si tu regardes des ententes avec les propriétaires privés, tu sais, si tu regardes la côte est des États-Unis, elle est à 80% constituée de forêts privées. Il y a des ententes entre Nature Conservancy et les propriétaires privés avec des servitudes environnementales qui garantissent une protection de l'environnement, mais qui permettent aux propriétaires privés de faire de la récolte de bois. C'est de garder aussi cette forêt-là habitée, là. L'idée, c'est pas d'avoir des territoires où tu n'as pas le droit de mettre un pied devant l'autre, là. Il y a divers statuts qui peuvent être configurés. Corridor Appalachien travaille beaucoup avec les propriétaires privés dans la perspective aussi de mettre en valeur leur forêt pour la conservation de la faune, mais n'empêche pas les gens de récolter leur bois. Il faut montrer une ouverture d'esprit par rapport à ça. Mais c'est des façons multiples de protéger le territoire. Et au Canada, quand on a créé certains parcs nationaux, on a exproprié les gens, ce qui est complètement ridicule. Tu ne peux plus penser faire ça. Merci encore.